L'autorité des normes comptables a pris le 10 décembre 2018 un règlement concernant les jetons, règlement numéro 2018-07. La genèse de ce règlement est la suivante. La France a souhaité être en position d'innovation, mais aussi en position de sécurité juridique et comptable sur la question des émissions de jetons, des ICO. La loi Pacte a des dispositions spécifiques relatives aux jetons. Il nous a été demandé, et nous avons travaillé d'arrache-pied, pour produire ce règlement dans les délais qui étaient prévus, c'est-à-dire ceux de la fin de l'année. Et de fait, d'ailleurs, ce règlement est un règlement relativement unique en son genre. La normalisation internationale peine un peu à se positionner sur ces questions qui sont d'ailleurs assez complexes et en fait assez évolutives. Ce qui fait que dans le contexte international aujourd'hui, notre règlement est regardé de façon très attentive par nos collègues normalisateurs. Alors, ceci nous a conduit à prendre un règlement, mais à considérer que ce règlement avait deux points d'attention particuliers dans le courant de 2019. Tout d'abord, nous avons prévu un point de rendez-vous à la fin du premier semestre pour tirer les leçons des premières applications et voir s'il y a lieu à amélioration, complément. Et deuxièmement, nous avons laissé délibérément de côté, car les dispositions étaient en cours de discussion, la question des plateformes. Donc notre règlement à ce stade n'aborde pas les plateformes et fera l'objet donc de ce point de rendez-vous fin premier semestre 2019. Au fond, nous avons souhaité distinguer bien sûr deux choses essentielles, deux situations qui sont des situations différentes. La première situation, c'est celle relative aux émetteurs de jetons. Donc, nous traitons dans ce cadre des ICO. Et la seconde situation, c'est celle des détenteurs de jetons. Donc, c'est la première clé de lecture du règlement. Pour ce qui concerne les émissions, il y a en fait un arbre de décision assez simple dans son principe, un peu complexe dans sa mise en œuvre, mais c'est lié à la complexité, au caractère mouvant de la matière que j'évoquais tout à l'heure. Donc cet arbre de décision consiste à répondre d'abord à une série de questions en cascade. La première question est la suivante. Les jetons ont-ils la caractéristique de titres financiers ou de contrats financiers ou de bons de caisse? Parce qu'il est possible qu'il y ait des émissions de jetons qui, en fait, relèvent déjà de réglementation pour ces instruments-là. Et ce sera d'ailleurs la même chose à l'AMF. Si les jetons sont assimilables à des titres, des obligations, il y aura incontestablement le règlement AMF couvre ces questions-là. Donc, première question, s'agit-il de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse? Si la réponse est positive, eh bien, on se dirige vers les comptabilisations prévues pour ces instruments-là. Si la réponse est négative, nous rentrons dans ce fameux titre 9 qui est l'objet de notre règlement, l'objet principal du règlement de décembre 2018. Et là, on va fonctionner par rapport à un deuxième niveau de question. Quelle est la nature des droits attachés aux jetons? Et en fait, nous en avons distingué trois, donc il y a trois sorties possibles à cette question. Première question, il peut s'agir de dettes remboursables. Deuxième question, deuxième réponse, il peut s'agir de produits constatés d'avance liés à une prestation de service ou à la livraison de biens ultérieure que la plateforme informatique créée par
le financement des jetons, s'est engagé à faire. Donc, deuxième sortie possible, les produits constitutifs d'avance. Troisième sortie possible, il n'y a pas de droit, ni dette, enfin de droit particulier, ni dette, ni promesse de service ou de livraison de biens, auquel cas nous sommes purement et simplement dans un produit. C'est, je crois, ce qu'il faut retenir comme élément clé sur la comptabilisation chez les émetteurs, mais il y a une disposition qui mérite mention, qui est la suivante. Compte tenu du caractère extrêmement innovant des jetons, et donc de la constante création autour des jetons des services ou des produits attachés, nous avons estimé absolument essentiel d'introduire dans l'annexe une description fidèle des engagements pris et des conséquences comptables que l'on en tire. C'est-à-dire que la classification que j'évoquais tout à l'heure devra être reflétée par une analyse très claire des engagements pris par l'entité, qui sont en principe dans le document d'information au moment de l'émission, et qui donc vont guider la détermination des modalités comptables. Et ces modalités comptables découlent donc de l'analyse, mais doivent être clairement précisées. Je prends un exemple. Quand il s'agit de produits constatés d'avance, il est essentiel non seulement de dire que ce sont des produits constatés d'avance, mais aussi de déterminer à quel rythme on va les rapporter au chiffre d'affaires. Au passage, nous laissons les questions fiscales de côté, enfin, même si notre règlement a été... nous avons consulté à la fois l'autorité des marchés financiers, la direction du Trésor, la direction de la législation fiscale et la Banque de France avant d'émettre notre règlement pour être sûr de couvrir l'ensemble des champs. Et il nous semble que sur le plan fiscal, ça peut servir de référence. Ceci étant, nous ne sommes pas là pour dire si les produits en question sont redevables ou non de la TVA, et si oui, à quel taux, et si oui, à quel rythme. Donc, il y a une partie du règlement qui pourra être utilisée à des fins fiscales, mais il y a une autre partie qui relève de la réglementation fiscale elle-même. Donc voilà pour ce qui concerne les émissions. Donc premier volet de la réglementation. Deuxième volet de la réglementation, que fait-on des jetons que l'on détient? Et là, encore une fois, un arbre de décision relativement simple. Première question, s'agit-il d'une détention en vue d'utiliser les services attachés aux jetons, puisque je peux effectivement souscrire à des jetons parce que je suis intéressé par les services que la plateforme va offrir. Et je veux avoir accès à ces services, donc dans ce cas-là, j'ai un traitement, je vais inscrire la détention de ces jetons dans le cadre d'un traitement en immobilisation incorporelle avec éventuellement un amortissement sur la période pendant laquelle je compte utiliser ces services. Deuxième hypothèse, j'ai souscrit ou acheté des jetons dans un but de placement. Là, dans ce cadre, je les inscris dans mes placements dans une catégorie spécifique, car il ne s'agit ni de monnaie, ni de titres, ni d'obligations. Nous avons créé une ligne spéciale, et je décris dans l'annexe, bien entendu, à la fois la valeur de marché et sa valeur historique, étant entendu, pour faire simple, que l'on adopte un traitement comptable sur ces jetons de constatation de la plus-value au moment de la cession, et en revanche de la constatation d'une moins-value éventuelle par rapport à la valeur de marché par biais de provision. Donc c'est un peu le mécanisme que l'on a sur les détentions de monnaies étrangères. Donc c'est ça le fondement. Donc
Voilà l'articulation générale du règlement. Nous serons très clairement sur la base d'un règlement qui va devoir être examiné constamment et en particulier dès la fin du premier semestre 2019 au regard de la pratique. Car la pratique est pour l'instant, on parle beaucoup d'émissions de jetons, il y a des émissions de jetons. En France, c'est en cours de développement. Je pense que beaucoup d'acteurs attendent la finalisation de la loi Pacte. L'AMF est en train de préparer son règlement général sur ce point et donc devrait l'adopter prochainement. Donc la France est prête à accueillir les émetteurs et aussi les plateformes que nous traiterons, comme je l'ai dit, dès que Pacte sera stabilisé, c'est-à-dire dans les mois qui viennent.